C'est un peu commun, ça. C'était gratuit. 5 secondes, je suis en train de faire. Tiens, je te donne un petit coup pour du bonheur. Ça, c'était une bonne. C'est sur un football bonheur. Ça va, c'est une grande matière. Je crois qu'il me reste un peu d'unité, je vais vite à faire. Si tu as de la réalité, je peux te dire. Il est tellement. Pardon, je suis désolé. Ça avance à côté des actifs. C'est parfait. C'est la réponse qui va valoir 0,1 après. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci à eux. Voilà, donc c'est lui qui va rendre cette séance complètement insupportable. Pour ceux qui ne sont pas ici, voilà, pour ceux qui ne sont pas d'ici, bienvenue. C'est pas la première fois que vous mettez les pieds à la CNC du Genève, donc je suis ravi de votre fidélité. J'espère que vous vous sentez aussi à l'aise ici que eux le sont. Moi, je ne suis pas tellement à longtemps. Mais ça viendra. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'échanger avec Elias, dans nos étudiants et les externes, Elias Farham est le référent de la formation Games Programming, donc, dont la rentrée était hier, qui nous fait le plaisir de partager son expérience sur les Game Jam, qui était son sujet de master, thèse de master. Donc c'est une science maintenant pour lui. J'espère vous passer un très bon moment. Pour ceux qui sont intéressés, qui n'en auraient pas encore, tout le monde en a, il y a des brochures ici. Si vous voulez faire une pause, au bâtiment principal, il y a des rafraîchissements qui vous attendent. Et si vous avez la moindre question, le moindre besoin, de moindre urgence, tu m'appelles, j'arrive en courant. Et il faut aussi dormir en PLS, on est comme ça dessus. Là, j'ai encore des trucs que je peux lancer sur eux, justement. Parfait, très bien. C'est touché lui au moins. Si tu je peux te payer pour que tu lances des trucs sur lui. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne masterclass. Merci d'être venu, ça fait plaisir. En général, c'est vraiment cool de voir à quel point il y a du monde pour ce genre d'événement. Parce que voilà, moi j'ai eu des projections devant 2 personnes. Et il y en a un, c'était une erreur. Donc en fait, j'ai donné une projection devant lui. Cette phrase est très bizarre. Oui. Je vais revenir là-bas avant de. Donc, tant je suis encore dans la légalité, je vais parler. Parce que tu sens ta crédibilité qui sont là. Avec toi. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très bonne masterclass. Et je vous remettre les mains expertes d'Elias. Je suis au bord de l'égalité. Oui, c'est vrai. Alors, avant de commencer, j'aimerais juste savoir qui ne sait absolument pas ce que c'est qu'une game jam. C'est bien, parce que je l'expliquerai. Pas tout de suite. Déjà, je vais juste me présenter, comme ça vous avez un petit aperçu. Alors, je ne suis pas quelqu'un de normal. C'est très important ça. Donc, je suis développeur de jeux indépendants. Je me suis basé sur Lausanne, on va des fois travailler à Fribourg. On m'appelle le chasseur extrême de Game Jam suisse. Souvent parce que j'essaye chaque mois, bon maintenant plus parce que j'ai plus le temps, de faire une Game Jam différente, de faire quelque chose, de tester différents types de Game Jam. D'ailleurs, vous allez apprendre à connaître plein de types de Game Jam. Et ça, c'est un de mes collègues à moi qui m'a donné ce surnom. Donc je me suis dit, c'est bon, maintenant je peux l'utiliser. Il n'y a pas que moi qui dis que je suis fou. J'ai un bachelor en informatique de l'EPFL. Et vu que j'aime pas l'informatique, enfin de travailler juste dans l'informatique, j'ai fait un master en game design. Comme ça, je suis un peu entre les deux mondes. Je suis un programmeur qui peut dire de la merde sur un jeu. Alors, à la différence d'un programmeur qui fait oui, je fais ça. Je suis aussi le représentant de la Suisse romande à l'association des développeurs de jeux vidéo suisse. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là, c'est moi. Et je suis aussi le co-organisateur des meet-up de développeurs de jeux vidéo suisses romans, qui sont souvent à Lausanne, au Quertz, qui est un bar geek, qui est vraiment cool, qui nous accueille gratuitement, pour peu qu'on boit beaucoup de bière. Et les développeurs de jeux vidéo boivent beaucoup de bière, donc c'est bon. Par exemple, ce mois-ci, on a eu la chance d'avoir un Skype avec un développeur français de Nantes, qui travaille sur un shmup. Enfin, lui, il dit que c'est un hack and slash, il y a eu un débat là-dessus, qui s'appelle Drifting Lands, qui est magnifique. D'ailleurs, je pourrais vous le montrer après si vous voulez. Et donc, on essaie d'internationaliser aussi ce meet-up, de voir des développeurs différents, des développeurs locaux,
Le mois prochain, ce sera des développeurs suisses-allemands qui vont venir présenter leur projet, donc c'est toujours bien de casser un peu le Rösti-Graben, même si on aime bien être de notre côté bien roman, bien chaud. Et ça, c'est mon mail, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et donc, mon travail de master, c'est articulé sur comment définir les game jams comme une méthode de design. Donc, on va essayer, on va voir pendant cette présentation qu'est-ce que c'est qu'une méthode de design aussi. Et avec le state of the art, enfin le statut actuel finalement des game jams, comment elles peuvent être utilisées aussi comme méthode de pré-production. Alors, pour toi, qu'est-ce que c'est une game jam? Une game jam, c'est des zigotos qui se mettent ensemble pendant un week-end, pendant une semaine, qui ne travaillent pas sans relâche parce qu'il faut dormir, mais qui travaillent pour créer un jeu, par exemple, en 2 jours. Par exemple, tu viens demain soir et on te dit, tiens, tu fais un jeu ce week-end sur le thème des armes non conventionnelles. Voilà, hop. Et tu reviens après le dimanche chez les participants à la Game Jam sont censés avoir un jeu fini. C'est des événements auxquels j'ai participé depuis 2013. En fait, avant de faire des Game Jams, je n'étais pas un développeur de jeux vidéo, j'étais quelqu'un qui voulait faire du jeu vidéo. Et en fait, les Game Jams, ce que ça fait, c'est quand vous êtes un développeur débutant, vous voulez faire, ouais, je veux faire un MMO avec les combats de Dark Souls, avec la même histoire que Final Fantasy, le gros tas. Vous commencez à faire des concept art et à réfléchir à l'histoire et tout ça. Et après 2 semaines, vous abandonnez parce que vous êtes tout seul. Ou vous êtes à 2. Bon, il y a certains qui se reconnaissent. C'est une triste réalité de notre industrie. C'est qu'on vend du rêve. On vend de la hype. No Man's Sky, c'est trop bien. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Déjà, No Man's Sky, c'est une équipe de 13, ils se sont cassés la figure. Imaginez quand vous êtes tout seul pour faire un MMO, et même juste un JRPG, la quantité de travail que c'est. Et ce que ça fait une Game Jam, c'est que ça dit, écoute, dans 2 jours, c'est fini. Ça devient une deadline. Et d'un coup, tu changes ta façon de penser. T'es plus genre, j'ai envie de faire un jeu que j'aime bien, mais je dois faire un jeu. Et donc là, les décisions sont différentes. Vous avez des restrictions. Vous ne pouvez pas faire un RPG. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait un village seulement? On essaie de faire une histoire? Ouais, mais ça va être chiant. D'un coup, il y a un autre qui fait, oh, on peut faire ce type de jeu, ça pourrait être fun. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe au niveau du processus de design qui n'existe pas quand vous êtes tout seul dans votre coin et vous dites, on va faire le meilleur jeu du monde. Alors, si on regarde finalement le processus autour du Game Jam, ça commence avec des participants qui viennent avec une certaine motivation. J'ai 2 jours, je vais faire un jeu. La pire chose qui peut arriver, c'est que j'ai perdu un week-end. Quand on passe sur un MMO, on passe un peu plus de temps finalement pour rien, parce qu'on n'apprend pas forcément, mais si on travaille juste 2 semaines sur quelque chose de beaucoup trop gros. Mais ils ont aussi, les participants, ils ont des attentes, ils se disent, oh, tiens, on va rencontrer d'autres développeurs. Et de l'autre côté, il y a les organisateurs qui ont un but avec cette Game Jam, souvent. Ils veulent passer quelque chose. Et c'est eux qui choisissent le thème, s'il y a un thème pour cette Game Jam. Après, il y a tout ce processus dans la Game Jam, c'est on forme des équipes. Il y a certaines Game Jam où on vient déjà en équipe, on est avec nos potes et ouais, on va faire cette Game Jam, ça va être assez cool. Donc il n'y a pas ce processus pendant la Game Jam. Et après, il y a le processus de brainstorming où d'un coup, on doit réfléchir, alors comment on va faire un jeu en 2 jours? Qu'est-ce qui va se passer dans le jeu? Et comment on va réussir à le faire en 2 jours surtout? Et après, il y a tout ce processus de production. Donc la Game Jam, il y a toutes ces restrictions, à la limite de temps, vous avez 2 jours. Donc après, c'est fini. Vous ne travaillez plus sur le jeu, ça ne fait plus partie de la Game Jam. Du moment que c'est dimanche soir à 5h, c'est fini. Souvent, il y a des restrictions de hardware. Par exemple, la semaine passée, non, c'était il y a 2 semaines, j'ai participé à la Game Boy Jam, où la restriction, c'était de créer un jeu avec 4 couleurs, une résolution de 660-144 pixels, c'est petit, avec les mêmes inputs qu'une Game Boy, mais vous pouvez faire un jeu PC par exemple. Mais les limitations, c'est au niveau du hardware, il n'y avait pas de thème. On pouvait faire ce qu'on voulait, mais il fallait ces limitations. Et puis bien évidemment, des fois il y a des thèmes, mais ça ne représente pas forcément toutes les Game Jam. Il y a des Game Jam qui n'ont pas de thème. Vous avez fini votre jeu, c'est cool, c'est mon premier jeu que j'ai fini, ou c'est mon 25e jeu que j'ai fini. Direct derrière, il y a des feedbacks qui vont venir, des gens vont tester votre jeu. Et vous pouvez mesurer finalement le succès de votre jeu, soit en ligne, quand d'un coup vous faites le buzz alors que vous vous y attendiez pas. Est-ce que vous connaissez Evoland? Oui. Evoland, c'était un jeu qui a été fait en Game Jam à la Ludumnare,
le développeur Nicolas Canas, qui est de Bordeaux, a laissé un lien Dropbox du jeu le dimanche soir quand la Ludum Dare était finie. Il est allé dormir, il s'est réveillé, le lien Dropbox avait explosé. Ça avait craché, il pouvait plus. Le Dropbox, il y a trop de personnes qui téléchargent. Donc là, on peut dire, il a fait après un vrai jeu avec ce qu'il avait fait en Game Jam, mais le jeu qu'il avait fait en Game Jam était déjà assez extraordinaire. Et donc, après, on peut passer sur un phénomène de pré-production ou de vraie production d'un vrai jeu fini. Donc ça, c'est un peu ce gros diagramme que j'avais développé pour mon projet. Oui. Bah, bien sûr. Les slides seront en ligne normalement aussi. Mais tu peux déjà prendre une photo sur eux. Mais il faut te dépêcher. Hein. Je peux prendre une photo de toi, non? Non, tu peux pas. Sauf que je donne libre. C'est bon, merci. D'ailleurs, tu peux garder le Natel au cas où tu veux d'autres photos plus tard. Mais alors, les game jams, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Qui a eu l'idée de faire une game jam en fait? Hein? Oui, il y a pas mal de... ça, c'est ce qu'on voit généralement des développeurs de jeux vidéo. Les game jams, c'est un peu les cousins des hackathons. Je pense que vous avez tous entendu parler des hackathons. C'est des bons gros geeks qui aussi pendant 2 jours font un projet, qui font à peu près ce qu'ils veulent de certaine manière. C'est pas aussi pointu des fois qu'une game jam. C'est vraiment tu fais un jeu, point. Les hackathons, c'est des gens qui vont faire un site web, ou qui vont faire une app, ou du genre qui vont essayer quelque chose. Sans forcément avoir le truc qui est complètement fini à la fin, non plus. Des fois, ça peut être des brainstorms d'idées. Et la première game jam, c'était l'Indie Game Jam en 2002. Vous connaissez tous Braid, par exemple. Vous connaissez tous le développeur de Braid, Jonathan Blow. Il a participé à cette première game jam, par exemple, avec toute une équipe, avec Chris Ecker. Ça, c'est justement c'est toute l'équipe qui est à San Francisco avant la Game Developer Conference, donc la conférence de tous les développeurs au monde. Ils se sont dit, tiens, on va rester 3 jours. Et c'était très différent de ce qu'on voit maintenant avec les game jams. Ils avaient construit un engine où ils pouvaient montrer 1 million de pixels sur l'écran. Parce qu'avec les cartes graphiques, c'était possible de faire ça. Et ils ont dit, vous avez cet engine, vous faites un jeu. Et vous utilisez ce côté où vous pouvez avoir 1 million de pixels. Non, c'est pas 1 million de sprites. Oui, de sprites, pardon. Oui, de sprites, oui, je dis des bêtises. Oui, de sprites, oui. Il y a des gens qui ont fait, ils ont pris des sprites de Doom, puis ils ont fait des bâtiments avec toute une rue avec plein de sprites, et vous deviez trouver un mec, par exemple, ce qui était assez intéressant. Mais ça, c'est ce qui a lancé, et ce qui est très très drôle, c'est que eux, des Lituaniens, et donc ça j'ai découvert pendant mon travail, ont fait exactement la même chose 2 mois après, avec exactement la même chose. Ils ont cloné finalement la Game Jam pour essayer de leur côté. Ces 2 Game Jam ont finalement duré quelques années, mais après elles se sont arrêtées. Et après, il y a probablement eu quelques petites Game Jam, mais c'est pas sur ce point que j'ai vraiment insisté, mais c'est en 2006 où ça a repris finalement ces vagues de Game Jam avec la première Nordic Game Jam au Danemark, qui était co-organisée par Gormley, que j'ai eu la chance d'interviewer pour mon travail de master, qui est quelqu'un de super sympathique. Je l'avais rencontré à San Francisco, je lui ai offert du chocolat suisse, ça marche à tous les coups. Et donc, après ça, ce qui s'est passé, c'est que la Nordic Game Jam a grandi, depuis à 30 participants jusqu'à aujourd'hui. Cette année, ils étaient à 800 participants, au même endroit. Donc c'est la plus grande Game Jam locale. Ce qui est très drôle, c'est qu'en 2009, il y a des chercheurs américains qui l'ont approché pour créer la Global Game Jam. La Global Game Jam, c'est des locations tout autour du monde, dans les grandes villes, dans les pays qui sont à peu près ouverts au public. Donc attendez pas une location à Pyongyang, je suis désolé. Qui a commencé en fait dans la Nordic Game Jam. Donc la Nordic Game Jam, c'était le flagship, c'était le bateau de commande, et toutes les autres villes se rajoutaient au fur et à mesure. Et au fur et à mesure des années, la Global Game Jam a explosé en nombre. Et 2009, je ne sais pas si vous vous rappelez Indie Game The Movie, si vous l'avez vu, c'était 2008, tous ces jeux, 2009, et il y a commencé à avoir ce boom de la scène indépendante qui suit un peu la même tendance que les Game Jam. Et finalement, en 2012, c'est Double Fine, donc je sais qu'il y a quelques fans de Double Fine, qui ont de manière commercialisé les Game Jam, qui ont montré une Game Jam avec des élites. Donc leur compagnie, ils ont pris tout le monde, ils ont dit arrêtez votre projet. Tout le monde pouvait proposer une idée de jeu, les internautes votaient sur ces idées de jeu. Ensuite, il y avait les 5 meilleurs qui devenaient des chefs de projet, et les équipes pouvaient se mettre
avec les différents leaders, et donc ça divisait le studio en plusieurs jeux pendant 2 semaines. Donc ils font un jeu pendant 2 semaines. Et finalement, en 2014, il y a eu la première Indie Train Jam qui a été, je ne sais pas si vous avez tous vu Game Loading Rise of the Indies, ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez lever la main. Ça, je vois un peu beaucoup de gens. Donc c'était un peu, je dirais, la suite spirituelle finalement de Indie Game the Movie, même si je l'aime pas forcément. Ça c'est une game jam dans un train qui va de Chicago à San Francisco. Ah ouais. Pendant 3 jours. Donc c'est un peu plus foufou que les autres game jams. Et ils en font encore des game jams comme ça? Oui, bien sûr, t'inquiète. Mais ça c'était la première fois qu'il l'avait faite. Justement, j'utilise aussi cette game jam dans mon travail. Donc oui, alors j'ai eu la chance d'interviewer Gormley, que j'essaierai de faire passer par Skype ou d'inviter en Suisse une fois pour discuter de la Global Game Jam, puisque lui n'a pas organisé la Global Game Jam, mais il a aidé avec la Nordic Game Jam à créer ce qu'on connaît maintenant comme scène finalement des Game Jam. C'était très intéressant de discuter avec lui. Il parle vraiment des Game Jam comme ce processus ouvert qui pourvoit à la créativité, et c'était un plaisir de discuter avec lui. Mais en fait, quand on réfléchit, donc mon travail c'est aussi de réfléchir les Game Jam, de pas juste dire oh, les Game Jam c'est cool, voilà, donnez-moi un 6. C'était de réfléchir aux conséquences qui se passent au niveau du game design, mais aussi au niveau du processus de méthode de design. Quand on prend un phénomène qui prend des années, même quand vous faites des projets de jeu à la SAE, pour un petit truc, vous vous rendez compte d'un coup, au niveau temps, ça explose les délais. Mais imaginez dans l'industrie, quand vous faites un GTA ou quoi que ce soit, même un GTA avec des centaines de personnes, c'est 5 ans de travail, et qu'on le met en 48 heures. Il y a des choses spéciales qui se passent. Et donc moi, ce que j'ai fait pour mon travail, c'est que j'ai divisé toutes ces game jams en différentes catégories pour essayer de comprendre comment ça pouvait changer selon la durée, par exemple. Je vais juste... voilà, là, c'est les catégories. Donc les catégories, il y avait l'endroit où c'est. Est-ce que c'est en ligne? Il y a des game jams où c'est en ligne, où tu es chez toi tranquille et tu peux créer le jeu et ensuite tu l'uploads sur Internet, donc avec un peu moins d'organisation. La durée, il y a des game jams qui durent 1 semaine, il y a des game jams qui durent 48 heures, il y a des game jams qui durent 1 heure. Non. Si. Non, encore mieux, non, il y a encore mieux, il y a une game jam qui dure 0 heure, la 0 heure game jam, qui se déroule dans le changement de temps été-hiver, dans l'heure où on change. Donc à 2h du matin, game jam, 1 heure, donc c'est la 0 heure game jam. Au niveau de la philosophie d'organisation, il y a tout un travail qui a été fait par des Néo-Zélandais sur catégoriser finalement la philosophie d'organisation. Par exemple, il y a des game jams qui poussent au challenge, de faire un jeu dans des circonstances plus difficiles. Il y a des game jams qui font réfléchir, donc ça veut dire par exemple, vous avez fait ici la Fukushima Game Jam, c'est pour réfléchir aussi à ce qui s'était passé à Fukushima, donc c'était pas le but de faire un jeu extraordinaire, mais c'était d'avoir quelque chose, une réflexion là-dessus. Il y a des game jams qui vont plutôt donner cet environnement spécial. Quand vous programmez un jeu dans un train, vous ne programmez pas pour faire un jeu exceptionnel, c'est que vous êtes dans un événement qui est déjà extraordinaire en soi. Vous êtes dans un train qui va de Chicago à San Francisco et vous faites un jeu. Comment les groupes se forment dans ces game jams? Est-ce qu'on laisse la possibilité aux gens de venir tout de suite et avec une équipe, où ils doivent venir sur place sans équipe et ils doivent trouver les gens sur le moment? Et comment la game jam aide à former des groupes? Et finalement, la playfulness, parce que c'est impossible à traduire en français, de l'expérience et des résultats finalement de la game jam. Et donc dans mon travail, j'ai participé à plusieurs game jams et puis j'ai pu finalement les mettre dans plusieurs catégories. Et je vais juste vous expliquer ce que c'est que playful et gameful, qui sont des notions de game design qui sont assez importantes, qui viennent de Galois. Donc playful, c'est quand vous êtes un gamin dans le champ et que vous avez un bâton et que vous êtes là, et que vous faites un peu n'importe quoi. Vous kiffez votre race, tout est génial, mais il n'y a aucune règle. D'un coup, ouais, en fait, l'herbe c'est des méchants, et puis l'eau, là il y a de l'eau, et puis vous dites n'importe quoi. Et ce qui est très très drôle, c'est que de l'autre côté, par exemple, le jeu de Go, donc c'est un jeu qui est très gameful, il y a des règles très strictes, c'est quelque chose qui est très cadré.
on ne fait pas du jeu de rôle dans le jeu de Go, il n'y a pas d'histoire qui sort du jeu de Go, c'est quelque chose de très rigide, mais il y a tout autant c'est un autre type de fun qui sort du jeu de Go. Et en tant que game designer adulte, souvent, ce qu'on fait, plutôt que de se rappeler ce qu'on avait dans l'enfance, on va plutôt du côté des règles. On veut des règles qui sont intéressantes, qui sont bien figées, tout va bien. Et donc, ça peut être intéressant en tant que game designer d'essayer de passer de l'autre côté. Comment on fait un jeu sans règles et de chercher juste le fun derrière le jeu. Et ce que je fais avec cette partie dans mon travail, c'est de définir les game jams comme des jeux. Pourquoi? Parce que les game jams, d'une certaine manière, c'est une manière fun de créer des jeux. Le quotidien d'un développeur de jeux vidéo n'est pas si fun que ça en soi. C'est oh putain, une ligne de code à la con, alors ça marche pas et tout ça. Et donc sur la routine, quand c'est vraiment votre travail, ça peut vraiment être pesant. Et les game jams, ce que ça fait, c'est que ça rend ça fun. Que ce soit playful et gameful, les game jams, c'est des éléments où on se réjouit de participer, que ce soit avec des potes ou de créer un jeu, c'est quelque chose qui est fun parce qu'on sait que ça va être court aussi. Alors avant que je passe là, donc par exemple, on peut regarder dans les différentes game jams comment j'ai catégorisé les expériences et l'outcome. L'expérience, c'est comment la game jam est organisée. C'est-à-dire que par exemple pour la Ludum-Dare Compo, c'est quelque chose qui est très réglementé d'une certaine manière. C'est quelque chose qui est très strict, vous faites un jeu, on vous donne un thème, vous avez cette durée, point. Mais ce qui sort finalement de ces expériences, c'est souvent des jeux qui sont plutôt playful, un peu foufou. On essaye des choses, on fait une expérience. Alors que dans l'autre cas, je vais regarder si les game jams qui ont quelque chose de gameful. Par exemple, le Level Design Game Jam, qui était une game jam qui a été faite à Lausanne sur Mario Maker. Donc on devait créer des niveaux avec une thématique. C'est quelque chose qui était très gameful, parce que c'était très réglementé. Mais le problème, c'est que derrière, vu qu'on doit faire un niveau, il n'y a pas beaucoup de liberté. Et finalement, en créant un niveau, on ne peut pas exprimer grand-chose. Pour moi, j'avais fait un niveau où il y avait plein de bits. Mais j'ai pas eu une bonne note, parce que c'est pas ce qui était demandé de la game jam. Ce qui était demandé de la game jam, c'est de faire du level design intéressant. Parce que moi, j'avais comme thème Orange Mécanique. Alors bon, je pouvais pas faire grand-chose de plus. Mais d'ailleurs, par exemple, quand je vous parlais de la Zero Hour Game Jam, qui est une jam où c'est 1 heure, de 2h du matin à 2h du matin, c'est une game jam dont l'expérience c'est plutôt playful. C'est un peu n'importe quoi. Mais ce qui donne aussi des résultats un peu plus playful, parce que tu t'en fous un peu et puis tu fais un peu n'importe quoi. C'est créer un jeu d'échecs en 1 heure. La zéro. Voilà, c'est ça, et même, je suis pas sûr que tu arrives à faire un jeu d'échecs en 1 heure, c'est vraiment hardcore. Donc là, je vais vous présenter quelques game jams un peu auxquels j'ai participé. Celle-là, elle est vraiment chouette, je l'avais organisée. Ce qu'on avait fait, on était 5 personnes qui avaient l'AG. Donc on peut voyager où on veut en Suisse, on est tranquille. Et donc moi, je vais préparer, j'avais regardé les horaires CFF, j'avais préparé tout un circuit de 9 heures où on était dans le train en Suisse. On est passé dans les montagnes avec le Golden Pass, on a eu un paysage magnifique. Vous pouvez voir ici, il y avait de la neige avec du soleil. Là, il y a la vue sur le lac Léman. Oui, c'est le lac Léman, pas le lac de Genève. Et le truc, c'est que si vous faites ça sans faire quoi que ce soit d'autre, vous allez vous faire chier. Parce que 9 heures dans le train en Suisse, avec 2 heures, c'est insupportable. Alors 9 heures, c'est pas ce rien. Alors que là, justement, vu qu'on crée un jeu, que vous avez quelque chose, dès qu'on voulait faire une pause, on tourne la tête, on fait c'est quand même beau le pays. Et donc ça, c'était une expérience très playful. On s'est dit, bon, on fait ce petit tour. C'était assez réglementé parce qu'on devait changer de train. Moi, j'avais un peu une peur, on change souvent de train. Alors on se dit, mais ça va te déconcentrer, tu vas pas pouvoir travailler correctement. Et ce qui est drôle, c'est que c'est le contraire qui s'est passé. Les pauses réglementent extrêmement ta manière de travailler. Tu sais que tu as encore 20 minutes avant de devoir changer de train. Alors tu fais, ok, je fais ça avant qu'on change de train. Du moment qu'on change de train, on ferme le laptop et on n'est plus en train de travailler. C'est une pause forcée. Et on discute avec les autres de l'autre équipe parce qu'eux aussi ils ont rien d'autre à faire jusqu'à que l'autre train arrive. T'es pas là entre les deux trains en train de travailler avec ton laptop sur la main, c'est con quoi. Et donc ça crée quelque chose de social en fait, qui était très intéressant et que j'aimerais bien reproduire avec plus de gens. Ça c'était vraiment l'expérience pour voir comment ça pourrait marcher et ça marchait vraiment avec succès. Une autre game jam dont j'ai déjà parlé, c'était l'Indie Train Jam. Donc vous commencez ici,
et vous faites tchou à travers l'Iowa, le Nebraska, Colorado, l'Utah, le Nevada, et finalement vous arrivez en Californie. Et là, la manière de former les groupes, ben, vous venez des fois avec vos potes, mais elle est complètement aléatoire. Ces gens, je les connaissais pas du tout avant. Et bon, là, on a fait des jolis selfies parce que pourquoi pas. Moi, ce que j'étais. Déjà, moi j'avais le jet lag, donc j'étais complètement mort. C'est pas la meilleure idée pour lutter contre le jet lag, la train jam, mais c'était chouette. Et donc, ce que j'avais décidé, vu que j'étais fatigué, d'habitude, moi je programme les jeux, je me suis dit, bon, bah, cette fois je vais faire la musique. J'avais mon Mac, un petit peu de GarageBand, et puis. C'est pour une game jam, quoi. On va pas faire la musique que vous écoutiez avant, par exemple. Et ce qui était très drôle, c'est quand tu fais de la musique, bah, tu peux aller sur plusieurs groupes parce que quand tu as fini ta musique, bah, tu fais plus rien, quoi. Tu peux te reposer aussi. Et donc j'ai fait par exemple de la musique pour 4 groupes. Et ce qui est très très drôle, quand tu es dans un train, la différence que quand tu es à une table, dans un bureau, dans une grande salle avec plein d'autres personnes qui sont autour de leur table, c'est que quand eux ils travaillent, bah, tu passes à côté, tu fais ah vous avez besoin de la musique de musique, puis ils font ouais, puis hop tu fais de la musique pour eux. C'est quelque chose de beaucoup plus social, ça bouge beaucoup plus que dans un cadre plus professionnel, je dirais. La Global Game Jam par exemple, souvent les lieux où ça se déroule, il y a des tables, puis tu as ton équipe, tu vas avec ton équipe autour d'une table, et puis voilà, puis les autres font ce qu'ils veulent, quoi. Tu les laisses à ton tranquille parce que tu es vraiment focalisé sur le travail. Alors que là, ça bouge beaucoup. Tu dors pas sur ton bureau, tu dors sur ton siège, donc tu vas à ton siège. Des fois, tu veux travailler sur ton siège pour être tranquille. Donc ça bouge. Il y a des gens qui viennent discuter. Et c'est quelque chose de beaucoup plus fun aussi comme expérience d'une certaine manière. C'est pas juste je fais un jeu et puis je m'en fous des autres. C'est pas un bordel par contre. Non, ça allait. C'était des grands temps. 200 ? Mais tu vois, on est des développeurs de jeux vidéo, on n'est pas des gros sauvages non plus comme Johan. C'était gratuit. Mais tu te vales, je suis désolé. Je ne dois pas payer. Et donc ça c'était organisé par Adrian Walik qui a organisé ça en 2014 et chaque année ils font ça. Les billets en octobre, et je crois que c'est fin octobre ou au début novembre où ils vendent des tickets, donc les tickets ça compte le train aussi. Donc le train plus la Game Jam partent en 20 secondes généralement. Donc c'est le moment où moi je fais F5. Moi j'avais eu la chance d'être étudiant, donc ils avaient des places étudiantes où je ne devais pas faire F5. Donc c'était confirmé, j'ai dit voilà, je fais mon travail là-dessus, ils font ah ok, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, c'est t'as 20 secondes et puis vraiment c'est ça, alors que c'est une game jam quoi, il y a qui connaît les game jams? Non, c'est 200, il y a plein de développeurs qui veulent être dans ce train. D'ailleurs, il y a des développeurs qui pouvaient participer à la game jam et devaient prendre leur ticket de train eux-mêmes. Donc si tu n'as pas réussi dans les 20 secondes, tu peux encore t'inscrire pour la Game Jam en chopant un ticket de train et puis t'infiltrer dans le train. Tu vois, parce que, c'est des tickets gratos pendant 20 secondes, c'est ça? Hein? Des tickets gratos que tu as pendant 20 secondes, un truc. Non, c'est pas gratos, c'est 170 balles. Oui. C'est pas gratos. gratos. C'est pas moins cher, c'est juste c'est toi qui dois t'organiser. C'est ça le truc, tu dois organiser pour que ce soit le bon train, etc. Ça, c'est une photo que j'avais prise quand on était dans. C'était le Nebraska, ça? C'était le Colorado, je crois que c'était le Colorado avec des belles montagnes blanches et puis rien d'autre. Ou l'Utah. Il y a une maison. Mais ça, c'est une photo que j'avais bien aimée parce que ça exprime vraiment ce côté où tu vois, tu as ceux qui travaillent comme ça, puis tu as les gens au milieu un peu qui regardent. Cette Game Jam est par exemple passée dans Game Loading Rise of the Indies, quelque chose d'un peu plus fou. Développer des jeux, c'est pas juste derrière un bureau et faire des jeux cool, c'est aussi vivre des expériences cool et ça, c'est très, très important. C'était organisé par qui déjà? Adriel Walik. Adriel Walik, ok. C'est une américaine. C'est une américaine. Tu regardes Indie Train Jam et tu trouveras. Ça, c'est une autre Game Jam qui est spéciale, mais dans un autre sens. C'était la Kid Game Jam. Donc, c'est des enfants qui étaient là. Et nous, on était leurs humbles serviteurs. Ils avaient une idée de jeu. Après, on les guidait aussi parce qu'on n'avait que 2 jours. Ils dessinaient. Et nous, ce qu'on devait faire, c'est transformer leurs idées de jeu et leurs dessins en un jeu. Alors, moi j'avais fait un jeu et moi je considérais que ce jeu il était nul, quoi. Tout était cassé au niveau du game design, rien n'allait. Mais ce jeu, c'est un des jeux qui a eu le plus de succès de ce que j'ai fait. Les gamins qui avaient créé le jeu, ils ont joué 3 heures non-stop. Alors qu'il y avait du soleil qui les tapait sur leur face et ils jouaient encore comme ça. Les parents derrière faisaient ah c'est quoi ça? Ah c'est le jeu qu'on a créé, c'est trop bien. Et moi je regardais ça et puis c'est là où j'ai d'une certaine manière compris quelque chose, c'est que ce côté, vous vous rappelez, playful, gameful, c'est pas parce que les règles marchent pas très bien que votre jeu il est pas bien, c'est que
il faut aussi ce côté un peu playful, faut être un peu foufou dans sa manière de voir les jeux. Et cette game jam, elle a été faite au château de la Tour de Paix, au musée suisse du jeu. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas refait l'expérience cette année, mais c'était vraiment... Moi, c'était une game jam qui m'a vraiment touché le cœur, parce que c'était quelque chose de très playful aussi, il n'y avait pas vraiment de règles en soi. C'est les gamins, ils arrivent, ils font « Ouais, alors on va faire un jeu, il y aura 4 créatures, une créature de feu, d'eau, tout ça. » Ok, on a 2 jours, tu choisis une créature. Bon, bah la créature de feu, elle est cool quand même. Puis, les enfants, ce qui est très très drôle, c'est que quand vous êtes avec un adulte dans un brainstorm et qu'il te balance une idée comme ça, genre ouais, une créature de feu, d'eau, tout ça, tu dis écoute, on a 2 jours, il faut juste en choisir une créature, il va faire oh mais non, j'ai équilibré tout ce système, c'est très important pour moi, il va négocier pour rien négocier, alors qu'un enfant il fait ok, et il continue. C'est ça qui est très intéressant avec les enfants, c'est que si vous voulez créer une histoire avec un enfant, il faut juste lui poser des questions et il va tout seul finalement trouver sa direction. Il ne part pas dans tous les sens si tu le guides. Et ça, c'était une expérience qui était vraiment... j'étais tout souriant à la fin, bon j'étais mort aussi, mais j'étais tout souriant. C'est surtout je vais être concentré, des fois des gamins ils font « C'est fini !» Avec les écouteurs, je t'entends pas. Mais c'était vraiment chouette et s'ils refont l'expérience, c'est vraiment quelque chose que je referais très volontiers. Ça, c'était une expérience un peu à part, c'était l'E-Cube Game Jam. D'habitude, les Game Jam, on se met dans une petite équipe de 3-4 personnes. Ça, c'était une Game Jam où 25 développeurs créent un jeu en un week-end. C'est hardcore. Je pense pour ceux qui ont fait un peu de management, ils se disent, ils sont en train de se gratter la tête, et oulala, quelle horreur, pour organiser tout ça de manière un peu anarchique, parce que les Game Jam, c'est quelque chose de très égalitaire. Dans une Game Jam, tout le monde est égal. Même si tu travailles avec un type d'Ubisoft, lui, il va descendre à ton niveau et faire « Ouais, on peut faire ça comme jeu, il n'y a pas de souci. » Et puis il y aura un échange d'égal à égal qui se fait. Pour l'E-Cube Game Jam, ce qu'ils sont passés, c'est qu'ils ont fait une équipe de lead qui décide tout, qui décide le jeu, il sera comme ça, la direction artistique, elle est comme ça. Quelque chose de très triple A d'une certaine manière. D'ailleurs, le E-Cube, c'est pour dire le triple I, finalement. Et l'expérience, c'était très intéressant au point que j'ai pris écrire un paper là-dessus et que j'ai pu le présenter à Berkeley pendant la conférence internationale sur les Game Jam. Donc je suis venu en présentant tout le contexte de la Suisse, hein. C'est toujours très important de parler du Rushdie, et du Rushdie Grumman, mais c'était surtout un paper justement sur ces Big Team Game Jam. Quand tu fais une Game Jam avec 25 personnes qui travaillent sur le même jeu, comment tu organises ça, quels sont les différents facteurs autour de ce type de Game Jam. Par exemple, quand vous avez une Game Jam à 5, vous avez d'autres préoccupations que quand vous êtes 25. Et en fait, moi, mon exemple, c'était, j'ai pris l'E-Cube Game Jam et j'ai aussi pris le workshop, qui n'était pas vraiment une Game Jam, mais j'ai triché un peu, qui s'appelait les Swiss Mercenaries. Où ça, c'était 3 semaines à Zurich, et c'était ouvert au public, alors que l'E-Cube Game Jam, c'était par invitation, les gens se connaissaient, ils s'invitent. On est 25. Swiss Mercenaries, c'était ouvert à tout le monde pouvait créer un jeu triple A style à Zurich, à la Haute École d'Art, dans le laboratoire de game design. Et j'ai utilisé ces 2 exemples dans ce paper, et c'est là où j'ai catégorisé finalement le framework des Big Team Game Jam. Donc quand quelqu'un veut faire une Game Jam avec 25 personnes d'un coup, d'abord il faut lire ça en gros, pour voir les défis qu'il aura et comment et quoi choisir. Le target group, c'était typiquement, vu que c'était fait dans une haute école à Zurich, ça va être plutôt les étudiants qui ont des vacances en été, donc on peut faire des longs workshops, tout va bien, parce que quand ils sont en vacances, les étudiants, ils ont du temps à perdre. Alors que si c'est des développeurs de jeux indépendants, probablement qu'ils travaillent le reste de la semaine, donc tu dois faire ton week-end. Et au niveau de la durée, si tu as des développeurs de jeux indépendants, c'est maximum 2 jours, et la durée fait que c'est minimum 2 jours aussi, parce que réussir à faire un jeu avec autant de personnes, réussir à coordonner tout ça, il faut une durée minimum, on ne peut pas faire une game jam d'1 heure avec 25 personnes, ça je pense que ça me paraît logique. La hiérarchie, comment fonctionne le team de leaders, quelles sont les règles qui sont posées sur ces leaders, la propriété du jeu. En game jam, quand vous êtes 4, c'est facile de se dire « Oh, on va continuer le jeu », puis les autres disent « Ouais, ok, pas de souci ». Quand vous êtes 25, il y en a un qui dit « Non, vous n'utilisez pas mes trucs ». C'est des questions qui doivent se poser dès le début, de dire « Ok, c'est l'organisation qui détient l'IP du jeu ». Donc par exemple, l'E-Cube Game Jam, le jeu qui s'appelle Stonebound,
il est la propriété de iCube Game Jam. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas venir et dire non, c'est à moi, vous devez me payer. Ou quand il est sur Steam et qu'il gagne, il gagne un peu d'argent avec ça, bah, c'est l'argent qui va pour l'eCube Game Jam, pour la suivante. D'ailleurs, il y a une deuxième qui s'était faite à Fribourg cet été avec un jeu un peu plus modeste, avec un public un peu plus jeune aussi, donc on a fait un jeu un peu plus foufou. Ce qui est important aussi de voir, c'est la motivation des participants. Quand vous êtes une game jam classique, vous êtes plutôt en train de vous dire tiens, cette game jam, je vais pouvoir créer mon jeu, je vais pouvoir mettre de moi de manière entière, parce qu'on est 4, c'est beaucoup plus facile de mettre sa créativité au service du jeu. Alors que quand vous êtes 25, vous vous retrouvez dans une grande machinerie et vous êtes juste un petit rouage là-dedans. Et c'est très important d'évaluer finalement les motivations. Au niveau des motivations, il y avait quelque chose comme l'appartenance à la communauté. Vu que l'eCube Game Jam s'était fait autour de la communauté des développeurs de jeux vidéo suisses romans, bah c'est parce que je fais partie de cette communauté, j'ai envie d'être actif dans cette communauté, donc j'ai envie de participer à cette Game Jam. Ou le fait d'apprendre d'autres personnes, ou de partager son savoir. Parce que vous êtes 25 qui n'ont pas forcément le même niveau, quand ton pote il fait ah, comment on fait ça sur Unity, toi tu viens, tu fais ah, il faut juste faire ça, 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 comme ça. Au niveau de la sélection des équipes, il y avait aussi quelque chose de très important, vu que les deux avaient des sélections d'équipes différentes. l'eCube Game Jam invitait les gens, donc ça veut dire qu'au niveau de la communauté, ce qui se passe d'un point de vue négatif, c'est que ça donne un sentiment d'élitiste. Moi j'ai participé à l'eCube Game Jam, pourquoi moi on m'a pas invité à l'eCube Game Jam, c'est pas cool. Et donc ça c'est quelque chose qui est aussi qui se... Mais après on contrôle la qualité des gens, on sait qu'on a invité ces gens, on sait que ça c'est leur qualité. Alors que quand on a un processus ouvert d'invitation, genre tout le monde peut venir, allez, pas de souci. Il y a Hurluberlu qui a jamais programmé de sa vie qui fait ouais moi aussi je veux participer. Et on va devoir lui dire ouais écoute, là on fait des choses sérieuses, il faut que tu sortes. Tu veux pas juste être là pour faire de la présence, tu vas devoir travailler et t'as pas les capacités aussi. Puis oui, la durée, ça dépend beaucoup de l'audience des participants finalement. Et ça, c'était quelque chose qui faisait aussi partie finalement de ce framework. Sur toute mon année et encore avant, donc là on peut voir depuis 2013, j'ai catégorisé toutes les game jams auxquelles j'ai participé depuis 2013, donc c'est octobre. Ah, ça fait presque 3 ans. Et encore ça c'était mars, parce que ça c'est un tableau qui est tiré de ma thèse, j'ai une de game jam là en bas. J'ai regardé aussi finalement, j'ai catégorisé toutes les game jams auxquelles j'ai participé, et j'ai aussi mis les titres de tous les jeux. Donc ça c'était les thèmes, bon, quand il n'y avait pas de thème, et puis voilà. Et puis les tailles des équipes, là il y a les petits enfants de la Kid Game Jam. Souvent là c'était un peu fou, je comptais les acteurs qui faisaient des voix aussi, même si c'était pas... ils comptent pas vraiment d'une certaine manière, vu qu'il faut juste partie, c'est pas une équipe de 11 développeurs par exemple. Et ce que j'avais essayé de faire, c'est qu'à chaque mois j'en fais une. Alors des fois, t'as 2 game jam à la... Ah, des petites erreurs, j'ai l'impression. Parce que c'était en même temps, et puis on a fait... Oui, je crois que c'était... Ah oui, vu que c'était 12 jours, on a fait une game jam direct derrière. C'est un peu foufou, mais à peu près une fois par mois, ça c'était le plus important. Et de toutes ces game jams, il y a à peu près la moitié qui sont des jeux narratifs, en fait, où j'essayais d'explorer la narration dans le jeu vidéo, donc un côté un peu plus narratologue, alors que d'autres jeux, l'autre côté, c'était quelque chose d'un peu plus ludologue. Et quand on pense au design de la narration dans une game jam, il y a quelque chose d'un peu foufou qui se passe, c'est que tu n'as que 2 jours en fait. Donc tu dois réfléchir à faire quelque chose de court, mais qui fonctionne. Le problème, c'est que dans les jeux narratifs modernes qui ont touché beaucoup de gens, ils n'avaient pas 2 jours pour faire le jeu. Ce qui fait, la durée du jeu est assez longue pour développer une ambiance, quelque chose du genre. Mais il y a quand même ce jeu, donc c'était The Last Promise, avec le thème You Only Got One qu'on n'a pas du tout utilisé, qui avait fait 3e en ambiance, donc de la Ludunare sur 2000 jeux, 5e en audio, donc j'avais vraiment félicité notre musicien et sound designer, et 10e en graphisme. Donc c'était des étudiants à Lyon de l'école Émile Coll qui avaient vraiment fait un travail extraordinaire. D'ailleurs on pourra tester le jeu après assez rapidement, bon là c'est un peu noir, mais c'est un jeu qui est très atmosphérique avec du texte qui passe, c'est quelque chose qui avait marché. Après, il y a d'autres expériences qui ont un peu moins marché. Là, par exemple, c'était un jeu pour la Game Boy, c'était l'année passée pour la Game Boy Jam. On avait fait quelque chose, une histoire avec un chat pirate
qui se venge un peu. C'était un mélange de Kill Bill et Pirates des Caraïbes au niveau de l'histoire, malgré le fait qu'il y avait un gameplay qui n'est pas très bon maintenant quand je le revois si tu veux. Excuse-moi, Ouais. ce jeu il est disponible ou pas? Oui, ils sont tous disponibles. Sur Sur Itch.io, sur GameJolt. Il s'appelle comment celui-là? Celui- En bas à gauche. En bas à gauche, ça c'est de. Ta gauche ou ma gauche? Ça fait là. Oui, ça c'est The Last Promise. Tu peux aller sur teamquaquac.com, D'accord. jeu de Game Jam et tu le trouveras. Puis le dernier là c'était I Love You No Matter What, qui était un petit jeu qu'on avait fait, un espèce de point and click qu'on avait fait pour la Ludumdare. Mais pas c'était la Ludumdare de décembre 2014, donc ça remonte à un petit bout de temps. Tout le jeu dans un écran. Tout le jeu était dans un écran, c'était juste. Un écran fixe. Voilà, c'était cet écran. Maintenant, on a fait un écran comme ça où tu cliquais sur des endroits et puis ça montrait finalement, ça déroulait l'histoire au fur et à mesure que tu cliquais sur les parties. Et donc, moi j'ai utilisé des outils narratifs. Donc j'ai analysé finalement comment on peut utiliser des outils narratifs dans un jeu de Game Jam, mais toujours dans l'optique où le programmeur a suffisamment de travail, il ne faut pas le surcharger encore plus avec quelque chose, il faut donner. Ce qui se passe souvent dans une Game Jam, c'est que les artistes à la fin ils n'ont plus grand chose à faire, donc c'est le programmeur qui est en train de se casser la tête. Et donc l'artiste peut faire des choses qui pourraient être facilement mises dans le jeu et qui peuvent améliorer le côté narratif. Des vidéos pré-rendues sur Unity, c'est hop, drag and drop, play, puis voilà, c'est bon, c'est pas énormément de travail pour le programmeur en soi. C'est quelque chose qui est possible, après c'est du travail pour l'artiste, mais il fait plus grand chose sur la fin. J'ai tout de suite coupé, j'ai enlevé les cutscenes que tu trouves en jeu. Vu que c'est le programmeur généralement qui doit faire bouger ces machins, il n'a pas exactement le temps de faire ça, donc ça ne fait pas partie des outils qu'on peut utiliser dans le design de narration dans des jeux. Le développement du personnage, c'est quelque chose qui est assez chaud, mais qu'on avait réussi à faire sur The Final Move, qui est un jeu où on jouait le fantôme d'un fils un peu bâtard, et dont le père on a eu un développement de personnage à ce niveau-là, et je pourrais vous le montrer après. VoiceOver, c'est des fichiers son, donc c'est comme implémenter des sons dans le jeu, c'est pas extrêmement compliqué en soi. De l'action ambiante, ça c'est quelque chose qui est qui est assez facile à décrire. Si, avec ce personnage, je tuais cette pauvre petite dame dans ce jeu qui s'appelait Power Creep, il y avait un gros éclair, elle explosait en sang. Lui, sa réaction, c'était de faire ça s'appelle de l'action ambiante. C'est quand le joueur fait quelque chose, l'ambiance, l'environnement réagit à ça d'une certaine manière. Et que les autres personnages ont d'autres réactions. Mais après, c'est des outils qui sont assez durs à utiliser complètement, vu que tu n'as pas forcément le temps de regarder toutes les petites interactions que tu pourrais faire. Mais c'est des choses qui étaient possibles. L'évolution des lieux, ça c'est impossible, quoi, parce que de faire 3 fois le même niveau et puis de devoir jouer là-dessus, c'est quelque chose qui est à peu près mort en 2 jours. Les dialogues interactifs, si vous vous concentrez vraiment par exemple sur un jeu de text adventure, vous pouvez faire des choses interactives assez facilement, c'est pas quelque chose qui est impossible. Des outils, des objets de storytelling, c'est par exemple dans j'oublie la moitié de mes titres, dans I Love You No Matter What, si vous touchez sur la guitare, c'est un objet interactif qui va vous donner de l'histoire à propos de ce qui s'est passé, par exemple. Donc c'est des choses qu'ils peuvent utiliser. Le player journal, ça sert strictement à rien dans une game jam parce que vous n'avez pas le temps d'implémenter ça. Et puis du texte, plain text, c'est comme je disais, de l'adventure text. Et donc j'avais regardé pour tous ces outils pour voir si c'était possible de les mettre en game jam ou pas. Ceux qui sont biffés, c'est qu'on ne peut pas. Donc pour arriver finalement au point qu'on avait, la question qu'on avait au tout début, est-ce qu'on peut utiliser les game jam comme méthode de pré-production? Alors avant même que je fasse mon travail de master, il y avait déjà ces génies de l'industrie. Donc ici à la GDC, ça c'était un développeur de chez Capi Games, ceux qui ont fait Sword and Sorcery, Super Time Force, qui discutaient justement de comment on peut utiliser les game jam comme méthode de pré-production, parce qu'ils avaient fait une expérience similaire. Et donc, il y avait toute cette différenciation entre le jeu qui sort d'une game jam et un prototype. Et moi, la catégorisation que je fais à ce niveau-là, c'est que un prototype, vous le faites en 2 semaines, avec un petit truc pour voir si ça marche, le petit truc. Un jeu de game jam, c'est un jeu complet, c'est fini. Le jeu, il est complet, le jeu, il est censé être fini. Et donc,
quand vous sortez d'une game jam, vous devez vous poser des questions sur le jeu de qu'est-ce que j'enlève qui était de la merde, même si c'est pas très dur à voir ce que c'est, et qu'est-ce qui était vraiment cool sur lequel on doit vraiment focaliser notre énergie. Et ça, eux, donc c'est... je ne me rappelle plus leur nom, mais ça c'est pour la TDC Europe qui discutait justement de comment utiliser les game jams et ensuite avec ce moyen de pré-production, comment passer à un processus de production. Et moi j'avais défini 3 catégories. La catégorie toute conne, c'est, vous connaissez Titan Souls. Titan Souls c'était un jeu qui avait été fait en game jam où c'était aussi le boss rush très dur d'une certaine manière et très, qui punissait assez violemment. Ce qu'ils ont fait pour la version finale, c'est qu'ils ont juste rajouté des boss. Donc ils ont juste étendu le contenu. Ils n'ont pas changé la mécanique de base. Ils sont restés très focalisés sur le contenu et de juste le rajouter. L'addition de feature, vous connaissez tous Thomas Was Alone, comme jeu indépendant. Le jeu de la game jam, c'était des cubes qui sautaient. C'est tout. Et le pari fou qu'a fait Mike Bythel, c'était de dire, on va rajouter un narrateur super bien. Et c'est ce qui vend le jeu en fait, c'est le narrateur. Enfin les carrés sont jolis, mais bon. C'est vraiment ce narrateur qui te fait crocher au jeu et rester. Ben, ça c'est quelque chose qui a été rajouté au jeu, c'est une feature qui a été ajoutée. Et ça, la dernière catégorie, c'est quelque chose que j'ai ajouté d'une certaine manière de ma propre expérience. C'est un peu un mélange des deux, mais quelque chose un peu plus foufou. Hein, on se rappelle Playful, c'était un truc un peu foufou. C'est d'avoir le processus de production comme une game jam. C'est-à-dire que des petites itérations, on rajoute un petit truc foufou, ensuite on regarde ce que ça donne. Ensuite on rajoute un petit truc foufou, et on rajoute ce que ça donne. Et ça, on a utilisé comme jeu, le jeu qui s'appelle maintenant Splash Blast Panic, dont vous avez entendu la musique avant la présentation, et qui s'appelait avant Super Splash Fisticuffs. Alors, si vous faites un jeu une fois, ne mettez jamais le mot fist dans le titre de votre jeu, parce que vous allez avoir des remarques et des remarques. Par exemple, en Suisse allemande, il y a un studio qui s'appelle G-Banga, qui en français ça passe. G-Banga, ça passe assez bien, mais sauf qu'en Suisse allemande, ça passe pas du tout. Et depuis le début, ils s'en rendent même pas compte. Et donc, je me suis très rapidement rendu compte que la plupart des gens disaient Super Splash, Fist, machin. Et c'est là où j'ai eu le déclic qu'il fallait peut-être changer les titres. Mais ça, par exemple, on avait fait le jeu à Bâle, donc on avait pris le train avec Kevin Peckler, ça c'est moi, je pense que vous me reconnaissez. On avait pris le train et on avait reçu le thème c'était armes non conventionnelles. Ok, on doit faire un jeu avec des armes non conventionnelles. Moi j'aime bien les chats, donc il fallait mettre un chat dans le jeu. Et Kevin voulait un jeu local multijoueur, un truc un peu arena, party game. Et donc on réfléchissait à toi. Un non conventionnel, chat, jeu un peu foufou, un peu multijoueur bien fun. C'est là on est arrivé à l'idée du pistolet à eau. Ok, là on a notre arme non conventionnel, on peut déjà avancer dans la production. Et moi je voulais aussi quelque chose où c'était pas un platformer classique, où tu sautes d'une plateforme, tu tires avec ton pistolet à eau, puis tu vas te cacher comme ça. Je veux quelque chose un peu, de nouveau, très foufou, très playful. Donc c'est là où on a mis la mécanique du jetpack. On ne saute pas dans Splash Panic, on a des bursts. Donc on saute finalement avec le jetpack qui nous donne un petit coup, mais un peu dans tous les sens, et peut nous redonner ce petit coup en l'air. On doit se contrôler en l'air, donc un style beaucoup plus aérien. Et donc, on a fait ce genre de jour, on avait un workflow super, on s'entendait assez bien. C'était la première fois que je travaillais avec Kevin Peckler, quand on s'était rencontrés au meet-up. Donc moi, j'harcelais tout le monde pour participer à des game jams, puis il m'a dit oui, puis je suis là, ah, ok. Quelque chose d'assez surprenant. Et ce que j'ai fait, un truc un petit peu foufou que beaucoup d'étudiants devraient pas mal s'inspirer, on l'a montré à la Fantasy Basel. Donc j'ai pris un jeu que j'ai fait en 2 jours, j'ai pris mon laptop qui était là derrière, c'est celui-là d'ailleurs. Je suis allé sur le stand de mon école, sans dire que c'était le stand de mon école, sans dire que c'était un jeu de 2 jours, j'ai mis mes 4 manettes et j'ai dit voilà, vous pouvez jouer. Alors je surveillais parce qu'il y avait quelques trucs qui n'allaient pas dans le jeu, donc je vérifiais qu'il n'y avait pas tout qui exposait. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont bien aimé le jeu. Alors que c'était un jeu qu'on a fait en 2 jours, quoi. C'est pas un truc de foot. Hein. Et c'est probablement le moment de déclic qui doit arriver en chacun d'entre vous en tant que développeur de jeux vidéo. C'est pas de se rendre compte qu'on fait un bon jeu parce qu'on se regarde à soi-même, on fait ouais, moi je suis tellement cool, je peux faire que des jeux bien. C'est pas ce moment-là, c'est quand les autres, quand ils jouent, ils disent pas genre ouais ton jeu il est bien. Mais c'est quand ils jouent, ils ont du fun à jouer, ils sourient, ils rigolent, tout se passe bien. Après,
on peut tester la vieille version de Splash Blast Panic, et moi je vais rigoler, mais pas de la même manière, parce que tout va un peu n'importe comment. Mais c'est quelque chose qui a débloqué quelque chose chez moi, à force de faire plein de game jams, on tombe dans une routine, on essaie un peu toujours les mêmes idées, et là, le moment où on a fait une autre idée, c'est là où ça devenait intéressant. Et durant toute l'année qui a suivi, donc ça c'était en 2015, c'était en mars 2015, la Fantasy Basel c'était en mai 2015, d'ailleurs Kevin était là, et on regardait les gens jouer pour faire hey, on peut faire un jeu plus sérieux avec ça, on peut faire quelque chose de plus gros. Parce que quand vous faites un jeu de 2 jours, vous ne pouvez pas le vendre en soi. Hein. Vous ne pouvez pas vendre le travail que vous avez fait en 2 jours, c'est un peu ingrat d'une certaine manière. Et donc on l'a montré là, c'était au Stunfest par exemple, le Stunfest qui est le meilleur festival de jeux vidéo au monde, à mon avis, parce que c'est les meilleurs joueurs de France qui viennent là, et quand ils viennent tester ton jeu, ils ne viennent pas le tester à moitié, en disant ouais c'est cool ton jeu, et puis ils repartent. Non, ils vont analyser ton jeu et dire ouais ça c'est pas cool cette mécanique. Mais c'est très fun, je me suis fait battre à Splash Blast Panic au Stunfest, ça faisait mal. Bon après je disais revanche, j'ai foutu une raclée. Mais... ça c'était la Japan Impact, la PFL, donc un public aussi varié, c'est assez chouette pour notre jeu, et puis ça c'était à la Swiss Story. Et donc, en utilisant cette méthode d'itération drôle, ça veut dire, par exemple, nous, notre manière de fonctionner quand on veut équilibrer une arme, on dit pas genre, ouh, cette arme elle est un peu trop forte, on va la nerfer. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente tous les autres. parce que nous, on vise pas la zone compétitive où tout doit être extrêmement équilibré et calibré. On veut que tout le monde ait un peu du fun, et il y a des éléments aléatoires qui arrivent dans le jeu. Mais il y a quand même un côté compétitif qui existe. D'ailleurs, on a organisé des tournois avec Fabien, un étudiant d'ici, qui est le champion incontesté pour l'instant. Celui qui est en bas, c'est à Stunfest. Ça, c'était au Stunfest, ouais. C'est où? C'est à Rennes, en Bretagne. Ok. C'est une ambiance géniale, même juste d'y aller. Si vous comparez au festival suisse, où c'est plutôt des festivals de culture geek, vous n'allez pas forcément avoir des bons joueurs, vous allez avoir un peu de tout, quoi. Vous allez avoir la gamine à moitié à poil en cosplay qui essaie de jouer à votre jeu mais qui ne sait pas jouer. Je suis désolé d'être moitié misogyne, mais vous allez avoir le gamin avec son papa qui fait « j'ai trop envie de jouer !» et puis vous êtes derrière, oh là là. Donc c'est quelque chose de très général, alors que le Stunfest, c'est des gamers qui vont là. Vous ne voyez pas un petit enfant du genre, c'est les meilleurs qui viennent là, quoi. À la base, c'était un festival de versus fighting, donc du Street Fighter, des choses très compétitrices, et ça s'est ouvert à la culture vidéoludique. C'est ça qui est important. Vous ne verrez pas un gars habillé en Stormtrooper, quoi. Ça n'a aucun sens. Même s'il y a des bons jeux Star Wars, Battlefront, pas compris. Et donc, pour revenir à Double Fine, dont on avait discuté, oui, Tim Schafer, Ninja Fortnite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'eux, ils ont utilisé les game jams vraiment comme méthode de production dans leur boîte. Alors, il y a des jeux qui se font sans game jam, mais si vous avez entendu parler de Hack and Slash, qui était aussi un jeu de game jam, c'est pas un jeu super, mais au moins il vient de là. Space Base DF9, qui était aussi un jeu qui est sorti d'une game jam. Qu'ils ont lâché au milieu, oui, c'était un peu triste. Costume Quest, c'était aussi un jeu de game jam qui a été fait ensuite en jeu plus complet, d'ailleurs le 2 qui va bientôt sortir s'il n'est pas déjà sorti. Il est déjà sorti. Et donc eux, ils ont intégré ça dans leur processus de création parce que justement, le métier de développeur de jeux vidéo, c'est pas forcément le métier le plus fun et c'est le métier où vous êtes payé comme une caissière à la Migros, quoi. Donc c'est pas super chouette non plus, quoi. Parce que dans un autre secteur, pour les mêmes compétences, vous êtes payé 3 fois plus, quoi. Mais c'est la passion aussi qui finalement fait vivre cette industrie et de faire des game jams, ça change. C'est pas Tim Schafer qui décide des jeux pendant la game jam. D'ailleurs, lui, il prend des vacances pendant la Ninja Fortnite, comme ça, il laisse les autres travailler. Et donc moi, ce que j'avais fait comme partie pratique, c'est de dire, ok, les game jams, déjà dans le mot game jam, il y a le mot game, donc game full, très réglementé et tout. Moi, je me dis, ok, je suis un peu foufou, je vais essayer un truc foufou. Et ce que j'avais dit, ok, c'était les 200 ans de Frankenstein, donc de l'histoire de Shelley, les auditeurs me pardonneront. Ce que je voulais essayer, c'est d'être assez méta au niveau de cette play jam. Donc pour moi, le jeu que j'allais créer allait être un monstre. Ça allait pas être un bon jeu, ça allait être quelque chose de monstrueux, une créature horrible. Et moi, je serais Frankenstein, je serais le docteur Frankenstein avec mes mains un peu magiques qui fait un truc un peu foufou, qui est là.
Et donc, pour moi, les joueurs, c'est un peu l'électricité finalement qui donne la vie à un jeu. C'était ma façon d'entrer dans la Frankenstein Play Jam. Donc j'avais une semaine pour créer un jeu et les règles que je m'étais posées, c'était que j'avais un Google Drive et tout le monde pouvait balancer ses assets comme il voulait. Et donc, la règle que j'avais, c'est que je devais utiliser tout, bon, j'ai utilisé le plus que je pouvais, ensemble, dans un même jeu. Vous voyez maintenant un peu le concept Frankenstein, utiliser des bouts différents et les mettre ensemble. Et c'était une expérience qui était très intéressante pour moi parce que, bon, déjà c'était assez dur, en une semaine de faire un jeu avec tout ce bordel, mais j'avais quand même réussi. Par exemple, ce qui était très drôle, c'est que j'avais des amis qui avaient un podcast, qui pendant le podcast avaient enregistré des sons que je devais utiliser dans le jeu. Donc c'était des sons où ils chantaient genre... Et ce que j'ai fait, par exemple, parce qu'il n'y avait aucune règle qui m'interdisait de modifier les assets qu'on me donnait, c'est que j'avais pris ces sons, j'avais mis un effet et ça faisait quelque chose de très... avec des échos un peu monstrueux, c'est parfaitement dans l'ambiance du jeu. Et on peut aussi, parce qu'on arrive maintenant à la fin, je peux vous montrer finalement le jeu qui est sorti de la Frankenstein Play Jam, qui est un peu fou, hein. On avait dit, c'était en... Est-ce que je l'ai ici même aussi simple que ça? Non, je ne l'ai pas là. Et là, on va pouvoir tester un peu quelques jeux. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. C'était en juin. Polymanga, donc non, c'était en juillet que j'avais fait ça. Non, mais je suis en 2016, ouais. Ah, pardon. Act of Jamming, voilà, c'était ici, on peut télécharger là. J'espère que la connexion est assez rapide. On est sur Windows encore. Et en attendant, si vous voulez, on peut tester le premier jeu que j'avais fait en Game Jam. Un truc un peu... il est cool le jeu, donc vous inquiétez pas, j'ai pas trop de honte à le montrer. Alors déjà, vous allez voir plein d'erreurs. Bah alors, c'était une Game Jam où j'avais déjà... Donc c'était une Game Jam en ligne. Alors déjà, j'avais pas vraiment les notions d'aspect ratio. Je me suis dit 1000 et 1000 et puis va te faire foutre. Mais la mécanique du jeu est très intéressante. Vous jouez ce petit ange et avec la souris vous appuyez. Donc vous faites un petit rayon comme ça et vous deviez toucher la bonne couleur. Vous aviez, en fait, le jeu c'était des épreuves que vous aviez devant vous et vous deviez réussir à toucher toutes les orbes d'une certaine couleur avec les rayons. Le thème c'était arc-en-ciel. C'est pas le meilleur thème pour commencer sa vie de développeur de jeux vidéo, donc on a fait ce qu'on peut avec ce qu'on pouvait, et puis je voulais pas faire un poney qui pissait des arcs-en-ciel, donc on a fait quelque chose un peu plus intéressant. Et on avait même eu le temps de rajouter un boss à la fin, mais je vais pas, je vous laisserai télécharger le jeu. D'ailleurs, si vous voulez tester tous les jeux que j'avais fait en Game Jam, vous pouvez aller sur teamkaka.com et aller sur Game Jam Entries. Hein, c'est toi qui posais la question. Et là, j'essaie de répertorier au mieux tous les jeux qu'on a fait en Game Jam et d'avoir le build qu'on avait à la fin du week-end. Des fois, j'ai corrigé quelques trucs après le week-end, comme ça, c'est pas complètement injouable. Et là, par exemple, il y a Trials, The Last Promise que tu demandais, là. Et plein d'autres petits jeux. D'ailleurs, je vais pouvoir jouer après à quelques-uns assez rapidement pour vous montrer. Mais je voulais vous montrer la Frankenstein Play Jam parce qu'elle est un peu folle, cette Game Jam. Je vais le mettre là. Déjà, il peut y avoir le débat de savoir si c'est vraiment un jeu ou est-ce que c'est un truc un peu foufou. C'est déjà une vieille version d'Unity. I saw with shut eyes, with acute mental vision. I saw the pale student of unallowed arts kneeling beside C'est the des passages de Frankenstein que j'ai juste pris au bol. I saw the hideous phantasm of men stretched out and then, on the working of some powerful machine, show signs of life and steer with an uneasy, half-virtual motion. Frightful must it be, for supremely frightful would be the effect of any human endeavor to mock the spontaneous mechanism of the creator of the world. There is something at work in
Practically industrious, painstaking workmen to execute with perseverance Bah, and en fait, labor. But j'ai essayé de faire des besides trucs this, avec there is a les love Rigid for Body et vu que ça marchait pas, je me suis dit bon bah je laisse comme ça. intertwined in all my projects, which hurries me to come and path ways of men. One Justement, c'est ça, ce côté où c'est un monstre, c'est pas un jeu quoi, ça va pas. Puis alors, bah vous pouvez bouger avec le stick pour passer à quelque chose d'autre. Et puis justement, vous pouvez aller à gauche, droite. which I do not Bon, putain, il va refaire tout le passage. Attends, je peux pas passer. industrious, Et en gros, vous pouvez aller tout à droite, tout à gauche, et ça finit le jeu à un certain moment. Besides this, there is a Donc je vais love aller for d'un coup à art, gauche, je crois que c'est plus rapide, comme ça on arrive à la fin de cette horreur. which hurries me Mais justement, ce qui est très drôle, c'est que j'arrive pas du tout à assumer ce jeu, mais il y a quelque chose d'intéressant derrière, quoi. Et c'est assez fou, quoi. Et ça, c'était très drôle, c'est... En fait, les artistes m'avaient donné... Je vais mettre un petit peu moins fort pour que ça vous entendez aussi un peu. Les artistes m'avaient donné les assets sans les animations. Ils m'avaient donné le squelette. Alors, la première truc que j'aurais dit, c'est pourquoi vous vous attendez à ce que je fasse exactement ce que vous pensez que je vais faire, en fait. Et donc, par exemple, ici, bah, c'est des mélanges d'assets un peu foufou. I shall die. And when I feel no longer Oui, non, je suis vraiment lâché, quoi. Je pouvais faire ce que je voulais, ça devenait mes assets d'une certaine manière, et quand on vous donne c'est un atlas, quoi. Puis voilà, on vous donne un atlas, donc les bras, les machins, bah, vous les mettez pas au bon endroit, vous les mettez un peu au bordel. my ashes will be Puis là, il faudrait que swift le monstre unto the sea by the vite, wind. hein. My spirit was C'est pour embêter un peu les gens qui osaient jouer à mon jeu. or if it thinks it will not show Je anything. suis tombé dans mon propre piège. Et comme ça, je peux vous montrer les autres jeux qui sont fun. Bah voilà, là c'est la fin. Et donc là, il y avait toutes les personnes qui m'avaient donné un coup de main, qui avaient Ouais. Et donc, bah, par exemple, la Benjamin Volo m'avait donné le yak et le chevalier. Bah, je vais les mettre ensemble, je vais faire des trucs fous, quoi. D'ailleurs, avec aussi Ivan Goulina qui m'avait donné aussi des assets ensemble. Donc ça, c'était un peu le résultat final de la Frankenstein Play Jam, donc de réfléchir finalement les Game Jam comme quelque chose de différent. Puis je vais juste profiter de jouer à quelques jeux vite fait avant de clôturer cette séance. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre aussi. Donc ça, c'était un des jeux que je trouvais les plus cool qu'on avait fait. C'était pour la Cyberpunk Jam. Et bien évidemment, il ne fallait pas que je fasse ça. Parce que j'ai tout cassé là. Je voulais mettre en plein écran, mais il y avait une vieille librairie qui a fait de la merde, donc il faut pas que je... C'était très bien, c'était très bien. Voilà, il est de retour. Hop là. Donc ça, c'était du vieux Python qui tourne pas sur la carte graphique, ça tourne sur le CPU. Donc c'était la vieille époque. Pas très bien. D'ailleurs, on peut pas appeler ça Strider si on veut le faire un vrai jeu pour des raisons évidentes. Strider, c'est déjà un jeu. Et donc, en fait, vous jouez ce cyborg, vous pouvez sauter, donc un endless runner qui marche bien. Vous pouvez double sauter, vous avez une barre en haut pour le jetpack. Donc ça, c'était un jeu qu'on a fait en une semaine. Vous pouvez faire bas pour slider, bon, on va appuyer sur S aussi. Sinon, vous explosez et vous retournez au checkpoint. Vous avez des petits box comme ça. Et là, je peux rien faire. Vous passez en bas, rien se passe. Et donc, la mécanique qu'on avait rajoutée, c'était switcher dans le métal. Donc ça veut dire que pour chaque background, puis on peut alors là vous pouvez voir à quel point j'étais bon pour équilibrer les sons. D'ailleurs vous pouvez aussi bouger. Ça c'est un jeu qui probablement, vu que l'artiste est revenu, il a étudié à Singapour depuis longtemps.
jeu qu'on avait fait en une semaine, il était chouette aussi. On avait eu un nouveau musicien aussi. C'est ce qui est très drôle avec une game jam, c'est que vous travaillez jamais avec les mêmes souvent. Vous êtes là genre, et tu veux faire une game jam? Non, je pense. Je dis, ah bon, ouais, je vais devoir trouver un autre musicien. Alors j'étais sur internet, sur Twitter, puis j'étais sur un channel IRC. Il y a la vieille technologie de chat c'est là où j'ai rencontré Dorian Sred, qui a fait la musique pour ce jeu, qui avait parfait pour ce jeu, c'est super bien. C'était vraiment, c'est vraiment chouette. Les game jams, ça vous permet de rencontrer plein d'autres gens avec qui vous travaillez. Et pour revenir finalement à ma compagnie, on va peut-être pas jouer à tous les jeux non plus. Pour revenir à ma compagnie, notre philosophie, c'est qu'on commence toujours tous les projets par une game jam. Le jeu doit avoir été fait dans une game jam pour voir si le jeu il est fun. On part jamais sur on va faire ce jeu, ça va être trop cool et ça. Non. D'abord, il faut le tester en game jam et voir si ça marche. Et aussi, moi, je travaille pas avec des gens avec qui j'ai pas fait des game jam en fait avant. Je travaille pas sur un projet plus que 2 semaines avec quelqu'un avec qui j'ai pas vu comment il travaille sous pression pendant 2 jours. Donc c'est du point de vue, on dirait plus business, c'est très intéressant les game jams de voir parce que en 2 jours, les personnes ils ont du fun, mais vous pouvez voir aussi comment ils travaillent, comment ils se plaignent, parce que putain ça marche pas, merde, et puis ils trouvent pas de solution. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous voulez travailler sur un rush d'1 mois avant une release, quand il commence à péter un câble par exemple. Il faut avoir des gens qui sont calmes aussi, et puis les game jams ça aide beaucoup à ça. Et puis le dernier jeu qu'on avait fait en game jam, qui pour moi est une petite fierté, c'est bien évidemment, voilà, et donc il faut juste que je revienne sur la page de base, c'est Jailbreak. Alors, il est joli, il est pixelisé et tout, mais la spécialité c'est que c'est une vraie ROM Game Boy que vous pouvez prendre et mettre dans un émulateur Game Boy et ça marche. Et ça c'était un peu le défi de faire ça en une semaine. Parce que je ne veux pas vous dire, mais programmer pour Game Boy, c'est de la merde. À l'époque, ils faisaient ça en assembleur. Moi, là, on avait la chance d'avoir un compilateur C qui traduisait le code en assembleur. Donc, c'est moi qui me suis pris un peu tout dans la gueule à ce niveau-là. L'artiste, il était tu veux que je te donne un coup de main? Non, tu peux pas vraiment m'aider là. Mais bon, l'artiste, Alexis Simalita, c'est aussi c'est lui qui a fait cette cover, par exemple. Puis, il y a juste un jeu tout con où vous jouez Black Whisker, ce petit chat, et vous êtes... non, j'ai pas de photo à propos de ça. Vous êtes enfermé avec votre copine dans une petite prison, mais vous êtes plus petit, donc vous pouvez passer dans des petits trous. Par exemple, est-ce qu'on le voit ici? Non, on le voit pas. Voilà, non, on voit pas non plus. C'est bien. Il faut que je le fasse tourner dans l'émulateur. Ce qui est bien avec un jeu Game Boy, c'est que quand vous le téléchargez, c'est beaucoup plus rapide, vu que le jeu fait 256 KB. Par contre, j'ai mis le mauvais lien, c'est celui-là. Plein téléchargé. Est-ce que j'ai BGB quelque part? Non, il n'est pas là l'émulateur. Bon, je vais juste télécharger un émulateur Game Boy aussi, tant qu'on y est. Que j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Voilà, BGB, c'est l'un des meilleurs émulateurs Game Boy si vous en recherchez un, et il faut rajouter Game Boy. Oui, vous pouvez pas double-cliquer sur un point GB, ça va pas s'ouvrir sur Windows. Donc, là j'ai ça. Je télécharge ça, tac. Ici. Hop, hop, hop. Maintenant, normalement, je dois avoir ici. On ouvre ça. On y arrive. On va mettre ça à... On va pas mettre 4 fois plus grand. Triste. Ici, voilà. Je vais juste mettre un peu plus grand pour que vous puissiez voir. Alors, si vous voulez poser des questions pour la musique et au silence dans l'écran titre, c'est parce que là, la Game Boy, elle rame. Donc c'est bien pour commencer, mais au moins, ça passe bien. C'est un peu plus tranquille. C'est parce que j'ai fait tout l'image d'un coup, en fait. Comme un gros bâtard. D'ailleurs, ce que je voulais faire, c'est que c'est aussi... je vais jouer avec le clavier et la souris. Donc ça, c'est vous. Qui chaque ça. Ça, c'est sa copine.
qui attend. En fait. Et puis toi tu peux pas aller là. Et donc en fait, vu que vous êtes petit, vous pouvez passer dans ces petits trous comme ça. Vous pouvez... Oui, bon, on a un peu exagéré aussi au niveau de la taille, mais bon. Donc hop, vous pouvez passer dans un petit trou. Puis bah là, si vous essayez de sauter, bah vous n'êtes pas assez grand. Mais là, ce qu'on a rajouté finalement comme mécanique, c'est que vous pouvez grimper en fait. Donc je pourrais vous montrer un petit bug aussi qui est... si j'arrive à le mettre. Par exemple, vu que c'est un jeu Game Boy, il faut rajouter un peu de speedrun aussi. Mais je vais revenir... Je vais crever comme ça. Oui, déjà, speedrunner, j'ai déjà battu moi, le jeu en 30 secondes. C'est son problème quoi. Mais après, il y a des petits endroits un peu plus de classe. Donc justement, il y a ces serrures, on peut pas passer. Et on passe par là. On a rajouté des petits easter eggs par rapport à l'univers qu'on veut créer autour. Donc là, par exemple, c'est le capitaine Albert, qui arrive. Et là, vous prenez une petite clé, vous sautez, et d'un coup, pip, c'est bon. Voilà, la difficulté des jeux Game Boy, elle est là d'ailleurs. Vous avez rien vu. Et d'ailleurs, ce qui est très très drôle, ça rame parce que j'ai toutes les sprites d'un coup, vu que c'est lancé, c'est pas du tout optimisé. Voilà. Non, mais elle fait exprès, elle fait genre. Non, je parlais du fait du C'est pas un Oui, bah chat. justement. Bah, c'est des chats. C'est des chats. C'est les deux, c'est des chats, ouais. D'accord. D'ailleurs, on peut pas voir mieux. On voit pas que c'est un chat là avec tout le... Oui, il y a le chapeau, ça cache. Ouais. Bah, c'est un chat pirate. Bon, bah, d'ailleurs, il y avait. Si vous voyez la cover, on a teasé un chien garde, et puis bien évidemment, j'ai pas réussi à l'implémenter. Tu considères que j'étais là sur le plan photo. Voilà. Mais bah, une Game Jam, c'est une chouette opportunité aussi pour tester des nouvelles technologies, des trucs un peu foufou. Vous dites, tiens, j'aimerais apprendre Splash Blast Panic. C'était la première Game Jam où j'ai travaillé sur Unity. Avant, je travaillais sur mon propre engine. Et je me suis dit, bon, bah, on va essayer Unity. Puis ça a bien marché. Maintenant, j'utilise que Unity parce que ça marche un peu mieux que faire son propre engine en termes de travail. Mais ça, c'est des choses aussi qui existent en Game Jam. Et maintenant, je veux laisser un peu la place aux questions pour ceux qui en auraient. Ou sinon, alors je peux vous libérer et ceux qui veulent tester d'autres jeux qu'on a créés pendant ces petites game jams ou qui veulent. Moi, j'ai qu'une manette, donc on ne peut pas jouer aux jeux multijoueurs malheureusement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. On peut aller genre à des game jams, mais juste pour regarder comment les gens travaillent. Oui, tu peux, mais bon, tu vas pas rester tout le week-end, je pense. C'est un peu chiant de regarder. Bah, en fait, ce qui est très très drôle, quand je discutais avec Luca, et ça répond à peu près à la question, tu as le droit généralement dans les game jams d'aller. Luca, il disait, ouais, on peut organiser une game jam ici, on met une caméra, puis on filme. C'est chiant, c'est pas free, les gens travaillent. Alors peut-être à 4h matin, il y a un type qui, comme il disait Luca, où il avait son truc de surf, et puis il était à moitié à poil, il disait, ok, bon, mais on va pas regarder le live stream à 4h du mat quand on dort, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui manque dans les game jams pour que ce soit spectaculaire juste de les regarder. Double Fine, ils font très bien ça avec Amnesia Frontline, avec une équipe qui les filme et qui filme les moments qui sont spectaculaires et ils mettent ça ensemble comme un documentaire. Mais ce qu'on avait fait, nous, à la Global Game Jam, et ce que j'avais trouvé vraiment chouette, c'était qu'au début de la Global Game Jam, j'étais en communication avec Zurich. Alors, je pense que vous savez, Zurich est sur le même fuseau horaire que nous, mais il commençait la Game Jam 2 heures plus tard. Allez savoir pourquoi. Non, mais toute l'Europe commençait à la même heure, sauf Zurich. Tu vois, donc, déjà, pour mettre une communication en place, il y avait quelque chose d'un peu spécial. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait déjà le thème, et... non, il ne fallait pas leur dire, bien évidemment, parce qu'ils ne l'avaient pas encore, et il ne fallait pas gâcher le plaisir. Non, ce que j'avais fait, c'était que je les ai appelés par Skype, ils m'ont mis sur le grand écran, puis moi, j'avais mon petit Mac comme ça. Et pendant 15 minutes, je parlais avec eux, je disais ouais, ici c'est cool, l'ambiance, on vient d'avoir le thème, les équipes sont formées, et j'allais devant chaque équipe avec la caméra en disant ouais, dites bonjour à Zurich et tout ça, ouais, tu vois, tout ça, machin, pour vraiment avoir cette interaction en fait. De pas juste, on est là, les autres sont là, et on va jamais regarder parce qu'on a d'autres choses à foutre, on est en train de travailler notre jeu, quoi. Et puis, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Il se passe rien. Voilà. Alors que là, il y avait un échange, et ce qu'on avait fait aussi, c'était avec des Finlandais et des Ghanéens, donc des gens du Ghana, on discutait sur Skype.
Donc c'est-à-dire que j'allais dans les rangs, je disais dites quelque chose aux Finlandais et aux Ghanéens. Et d'un coup, ça change la perspective qu'on a dans de la Global Game Jam. Donc c'était la Global Game Jam où plein de lieux en même temps faisaient sa Game Jam. Là, ça devient fun de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans notre dans nos petits châteaux à la Tour de Paix. Cette année, ce sera à Yverdon-les-Bains, dans le château. Mais quand il y a tout le monde, il y a 20 000 personnes autour du monde qui créent un jeu en même temps et d'avoir cet échange. D'ailleurs, les Finlandais, c'était Vesa qui est maintenant le président de l'association de développeurs de jeux vidéo internationale, qui d'abord était à Helsinki, puis après il est monté en Laponie, où ils ont fait la Survival Game Jam pendant la Game Jam. Donc c'est une Global Game Jam un peu spéciale, où ils sont dans une cabane perdue au milieu, c'était l'hiver, hein, au milieu de la Laponie, avec des génératrices pour l'électricité. Ils avaient des laptops et ils devaient rationaliser leur électricité, donc ils n'étaient pas avec leur grosse tour et machin, ils avaient vraiment ce côté survie. Ils me racontaient, oui, alors nous on était se baigner sous la glace. Oh putain. Et nous on avait toujours ce côté du château de la Tour de Paix qui était froid en hiver, pour dire, oh ça va maintenant, c'est pas si froid que ça. Donc c'était très drôle de voir comment d'autres gens font les game jams. D'ailleurs, les Finlandais, ils vont faire des game jams qui vont être plus spectaculaires au niveau de l'environnement et de comment ça se déroule. Hein. Survival game jam, ouais, on fait un game jam dans un autobus, mais ils vont pas forcément questionner ce que c'est une game jam. Ils vont toujours regarder, ok, c'est deux jours, un thème, point. Alors que ce qui était très intéressant, Suisse romande, que j'avais vraiment pu partager avec eux pendant la conférence sur les game jams, la conférence internationale sur les game jams, c'était de dire, nous, on fait des fois des game jams extraordinaires, mais nous, on réfléchit les game jams, on a envie de critiquer le modèle, de dire non, ça va pas. On fait une game jam avec des enfants, point. Une game jam, c'est pas juste des potes et on crée un jeu, des fois c'est avec des enfants. Ou on fait une game jam où on fait du level design seulement. Et on réfléchit sur le level design, parce que c'est généralement le level design ici, il est pas foufou quoi, sur le jeu de Game Boy, il est pas très réfléchi, c'est genre on dessine une carte, puis on fait ça, puis ça marche quoi. On passe pas énormément de temps sur le level design. Nous, on essaie de faire un truc. Par exemple, il y a une game jam qui est assez intéressante. Bon, elle n'est pas en Suisse romande, c'est la Asylum Game Jam qui est toute bientôt, je crois que c'est la semaine prochaine, où vous devez faire un jeu d'horreur sans utiliser les maladies mentales, sans utiliser d'asile, sans utiliser de trucs qui seront d'une certaine manière discriminatoires et j'ai pas le mot cliché sur les jeux d'horreur. Vous devez essayer quelque chose d'autre. Et c'est très intéressant d'utiliser les game jams pour essayer quelque chose d'autre, pour le propos du jeu aussi, pas juste sur le contenu. Donc c'est vrai, je réponds à ta question en dérivant sur quelque chose d'autre, mais tu as tout à fait le droit de regarder des game jams. Tu regardais en ligne, par exemple, ce qui s'est passé avec la Game Boy Jam. L'Amnesia Fortnite, tu as toutes les vidéos sur YouTube de tous les jours où ils filment un peu toutes les équipes. Donc toi, tu vas te régaler avec ça. Mais par exemple, pour la GB Jam, tu avais le hashtag, si mon ordi ne crève pas avant, tu avais le hashtag GB Jam pendant toute la Game Jam et tu regardais genre, qu'est-ce qui se passe, lui il a fait 55e de la Global Game Jam, enfin de la Game Boy Jam, c'est cool, etc. Donc tu peux aussi les suivre en ligne. Les Game Jam, c'est vraiment de se médiatiser, de montrer le plus qu'elle peut, mais c'est juste que des fois tu vois, j'ai reçu un nouveau score, machin, un Slugcaster, cool pour toi. C'est pas foufou quoi. Enfin, c'est le problème avec Twitter, c'est que l'information est diluée dans plein de merde en fait. Donc voilà, les game jams tu peux les voir en ligne. Là t'as de quoi regarder tu regardes Amnesia Fortnite, YouTube, et là tu te bouffes Fortnite. Voilà, Amnesia Fortnite, t'as tous les pitchs par exemple, et puis là t'avais pour celle de 2014, donc il y avait une en 2012-2014, et là tu as des 0, 1, 2, 3, puis tu as vu les longueurs des vidéos, tu as de quoi t'amuser. Et c'est vraiment chouette de voir toutes les différentes personnalités qu'il y a dans Double Fine, parce qu'on les connaît pas tous, quoi, les employés, puis là, ça les met en avant aussi, donc ils ont vraiment bien réussi leur coup marketing à ce niveau-là. Oui, on connaît les Tim Schafer, puis ceux qui sont un peu alentour, mais là tu vas apprendre à découvrir tous les autres qui sont vraiment qui travaillent vraiment aussi sur les jeux, quoi. D'autres questions? Moi j'ai du mal à trouver des game jams en Suisse. Tu peux aller sur tu fais Game Developer Suisse romande
Et si on regarde, donc ça c'est le meet-up, donc la réunion des développeurs de jeux vidéo en Suisse romande. Est-ce que tu étudies à la SAE ou bien? Non. Ou tu es indépendant J'ai étudié à Paris. Ah bah voilà. Justement, ça c'est le point d'ancrage des développeurs de jeux vidéo en Suisse romande. Le prochain meet-up, qui n'est pas annoncé, ce sera le 9 novembre. Là, il y a les quelques festivals. Moi, je vais aller par exemple au Game Z Festival, bon, c'est à Zurich. Il y a le Game Fest à Martigny. Mais là, tu vois, il y a déjà la Global Game Jam qui est déjà annoncée le 20 et 22. Bon, ils ont besoin d'un endroit, mais je sais où c'est. Mais si tu regardes dans les événements passés, il y a... Si tu regardes un peu... En fait, il y a en gros 3 Game Jam officiels par année en Suisse romande. La Global Game Jam, mais là c'est partout dans le monde, donc si tu veux aller faire à Lyon plutôt qu'à Lausanne, tu peux faire là. On va peut-être faire un truc ici à Genève, mais je trouverais que c'est mieux pour les étudiants de la SAE de se mélanger avec les développeurs de jeux vidéo suisse romand. L'Epic Game Jam qui est en juillet, donc ça c'est à Neuchâtel pendant le NIF, le Neuchâtel International Fantasy Film Festival, où pendant 2 jours on crée un jeu dans une ambiance souvent chaude parce qu'il fait chaud l'été, et un peu fofolle, donc un peu plus playful comme je disais. Mais la Game Jam est très réglementée, en fait on te donne un thème au début, et tout le long de la Game Jam on te donne plein de sous-thèmes que tu peux rajouter à ton jeu. Et c'est souvent du gros n'importe quoi, ce qui permet de faire des jeux vraiment foufou. Ça c'est vraiment une à pas rater parce qu'elle est vraiment chouette et t'es nourri logé en gros. Enfin t'es logé, t'as une salle, tu peux dormir. Mais il n'y a pas de lit. Des fois des matelas gonflables. Et puis il y a la Level Up Game Jam à Fribourg ici, donc ça c'est en février. Généralement à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Je ne sais plus si c'est payant ou si c'est gratuit, mais même si c'est payant, c'est rien du tout pour ce qu'ils t'offrent, quoi. Et donc là, tu as tout un programme aussi. Et je crois qu'il y a un côté plus compétitif à celle-là où tu peux gagner par exemple une Xbox si tu fais un bon jeu que les jurys aiment bien. Donc faut pas hésiter à profiter. Tu as 2 catégories, les pros et puis les amateurs. Je crois qu'ils ont changé les noms d'ailleurs depuis, mais pour pas discriminer les pauvres amateurs. Mais voilà, ça, il y en a plein de game jam, il y en a plein qui sont... je pense que le site, si vous voulez participer à une game jam en ligne, c'est indiegamejam.com, et je pense que c'est ça. indiegamejam.com, vous avez, par exemple, maintenant, de game jam en ligne, vous avez plein de petites game jam maintenant. Ici. Donc si nous, on est là, donc il y a toutes ces game jam qui se passent en même temps. La moitié, c'est de la merde. Même plus que la moitié, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez faire par exemple la Yuri Game Jam, pour ceux qui sont fans de manga spécial, vous pouvez la faire par exemple. Il y a plein de Game Jam un peu foufou, mais celles qui sont vraiment importantes, les grosses Game Jam, c'est la Global Game Jam, la Nordic Game Jam, la Ludundare qui est une Game Jam trimestrielle. Moi j'adore la Game Boy Jam, il y avait 400 jeux. Il y avait 500 jeux cette année. Je considère que c'est une grande Game Jam parce que 500 jeux c'est pas mal. Mais c'est plus ce lien que... Oh, pardon. Et One Game a Month, c'est un challenge en fait, que chaque mois tu fais un jeu. C'est pas un mois, c'est une Game Jam où chaque mois tu te dis je fais un jeu. Mais c'est un challenge à la base, c'est un challenge de faire un jeu par mois. Tu peux faire autant de temps que tu veux. Moi j'ai fait pendant 3 ans. C'est pas une Game Jam, c'est vraiment un challenge en fait. Tu peux le considérer que c'est une Game Jam, mais tu veux les deviner comment. Moi j'ai fait en C, mais le mieux c'est l'assembleur. L'assembleur Z80. Enfin 80. Bah du C. Tu peux faire en C++, t'as pas de place sur ta... Enfin, sur la Game Boy, dans le processeur de la Game Boy, l'ALU, donc la Arithmetic Logical Unit, t'as pas de multiplication, t'as pas de division, t'as pas de nombre à virgule. Tu vois un peu le problème pour faire de la physique sans nombre à virgule et sans multiplication? Voilà. Donc tu dois et tu as des nombres entiers sur 1 byte aussi. Donc ça c'est très technique, mais 255 ou moins 127, 127. Donc ça part très vite. Pardon, tu voulais finir ta phrase, vas-y. D'autres questions encore pour ceux qui sont intéressés au Game Jam? D'ailleurs, vous pouvez n'hésitez pas à lire mon blog avec les différentes Game Jam auxquelles j'ai participé aussi, aux événements. Par exemple, pour Splash Blasphanic, ça ne s'est pas arrêté aux quelques événements suisses. Je suis aussi allé à la Gamescom, par exemple. On a montré notre jeu Bon, ça, c'était moi qui faisais les cons avec le producteur de Titanfall. C'était un peu
comment on dit, de l'auto... Pas de l'autocritique, mais de l'autodérision. Oui, c'était de l'autodérision. Donc on était à l'Indie Arena Booth, et puis on était aussi au Tokyo Game Show, ça c'était assez marrant. Tokyo, j'aime bien parce que je mets que des photos de Tokyo, je veux pas des photos du festival. Bon, si, quand même. Les takoyaki, c'était long. Oh, putain, j'ai juste envie de rentrer. Merde, mais moi j'ai envie de rentrer maintenant. J'ai envie de retourner au Japon juste pour bouffer des ramen en fait. Puis ça, c'était le festival, c'est à peu près 5 fois moins grand que la Gamescom. Mais nous, on s'est bien amusé. Les Japonais, c'est des bien meilleurs joueurs que les Européens, bien évidemment. Et puis, quand ils jouent bien, ils font « Ouais, je joue pas si bien que ça, putain. » T'as pas le droit de dire ça. Je disais à mon jeu, c'est moi qui... Je pouvais juger sur mon jeu s'il jouait mieux ou pas. Comment ça se fait que les Japonais ils jouent beaucoup mieux que nous? Parce qu'ils jouent beaucoup plus aussi. Dans les salles d'arcade. Ils ont des salles d'arcade, ils ont l'ambiance. Au Japon, c'est pas mal vu de jouer à des jeux vidéo. Tu joues à la 2DS, à la 3DS dans le train, les gens te regardent. Comme ça, ici, là-bas, ils s'en foutent. Bon, généralement, ils s'en foutent de pas mal de choses au Japon aussi, mais le fait de jouer, c'est pas un problème. Après, on dit toujours, les otaku, les nerds au Japon, il y a quand même cette distinction sociétale, mais c'est pas... T'as Akihabara, c'est tout un quartier, l'électronique, le jeu vidéo et tout ça, quoi. C'est énorme. Et tu... Si vous faites à Tokyo. Ouais, pour les tarifs. C'est à Tokyo et partout au Japon, c'est assez bien... C'est ancré, c'est une industrie là-bas, le jeu vidéo. Il y a Nintendo, il y a Sony, c'est clair que... Ils sont fiers de leur... D'ailleurs, il y a un des gros soucis, c'est si vous parlez pas japonais et que vous présentez votre... Si vous n'êtes pas japonais et que vous présentez pas votre jeu en japonais, les gens ils vont plutôt s'éloigner, quoi. C'est genre, c'est un jeu gaijin, je vais pas jouer à ça, quoi. Ce qui est bizarre, en Suisse, on va pas dire, oh non, c'est un jeu japonais, je vais pas jouer. C'est un jeu étranger, si c'est pas un jeu suisse, je touche pas. Ouais, c'est ça, ça veut rien dire, quoi, pour nous. Non, mais c'est des chouettes expériences qui pour moi ont commencé en faisant des game jams. Je serais pas ici si j'avais pas fait des game jams, en gros. Si j'avais pas participé à ce genre d'événements et qui m'ont poussé finalement dans la bonne direction en tant que développeur de jeux vidéo. Parce que moi aussi, je voulais faire mon JRPG trop bien avec une histoire trop cool. Et quand tu te rends compte qu'il y a 100 personnes qui arrivent à faire un truc comme Final Fantasy, tu vas pas réussir à faire mieux, quoi. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend la première fois et puis après c'est... Donc voilà. J'ai une question. Les classes de SAE en game programming et en game art pour les game jams, est-ce qu'ils se mettent ensemble ou... Normalement oui, mais même pour les projets, on a on planifie de les mettre ensemble. Bon, la première année non, parce que des deux côtés ils doivent apprendre les bases, mais dès la deuxième année, on now kiss, hop, et puis ils travaillent ensemble sur les projets. On va faire un truc qui est assez similaire à Amnesia Fortnite, où tout le monde va à peu près proposer ses idées, après tout le monde en interne vote sur quelles sont les meilleures idées et quels sont les trucs qui sont faisables aussi dans une certaine durée, on va filtrer ça. Et après, les 5 meilleurs projets, par exemple, on met les équipes ensemble, par exemple. Et le type qui a eu l'idée, c'est le project manager, quoi. C'est lui qui doit gérer toute l'équipe, qui doit être sûr que tout le monde travaille, qui doit donner des coups de fouet selon, ou qui doit être sympa, qui est le garant du projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va utiliser à SAE. Toute l'expérience que j'ai pu acquérir en travaillant sur ce domaine-là, on peut les réutiliser ici, quoi. Et il y aura des game jams, bien évidemment. Si vous avez le Swiss Game Jam Hunter, c'est clair que vous allez faire des game jams. Hein. Donc voilà. On va faire genre des game jams en interne. En interne et en externe. Le but pour Luca, du moment que vous avez des bases, donc que ce soit les programming et puis les game art, c'est de faire 5 game jams par année, au minimum. À l'interne ou à l'externe. Non, à l'interne, ça coûte rien. Je dois avoir la bouffe, t'as les tables, voilà, c'est bon. Puis je bosse. Puis en externe, c'est chacun qui se débrouille, quoi. Tu peux faire des game jams internes, externes. Non, il n'y a pas d'interne, externe. C'est sur interne, c'est externe. Exactement, tu vas chez les gens, c'est comme j'irais dormir chez vous. Jamais. Non, mais c'est. Tu penses que ça ira jusqu'à la Gamescom ou... De quoi? Pendant la Gamescom, ils font une game jam le week-end avant. Ouais. Et puis ils ont montré les résultats, par exemple. Des développeurs indés. C'était. Je crois que c'était n'importe qui, mais je ne me rappelle plus exactement. Je crois qu'il fallait s'inscrire. De toute façon, je n'avais pas le temps d'y participer. J'avais entendu dire. Mais voilà, ça fait aussi partie de ce domaine. Mais quand tu fais un jeu à la Gamescom, par exemple, pour être dans l'Indie Arena Booth,
tu dois soumettre ton jeu, ils vont tester ton jeu, ils vont regarder les bandes annonces, ils disent ok, on peut mettre ça sur l'Indie Arena Booth. S'ils te disent non, bah t'es pas à la Gamescom quoi. Donc ça, c'est pas un processus qui a à voir avec les Game Jam, en soi, c'est au niveau de ta production de jeu, tu vois. Et nous, Splash Place Panic, le jeu était assez avancé et bon pour qu'ils nous disent ouais, ok, vous pouvez venir. On a bien aimé votre jeu, ça peut être chouette sur l'Indie Arena Booth, puis voilà. Vous payez le prix fort, 1500 balles. Ouais. Mais t'es à la Gamescom. T'es à la Gamescom, t'as 50 000 personnes, 100 000 personnes pardon, qui passent partout. Ton jeu, non, ton jeu, il n'y a pas un moment où il n'y a personne qui joue. Il tourne. Sauf si t'as vraiment un jeu de merde et puis t'es là, oh putain, j'ai pas envie de jouer à ça. Mais un bon jeu comme nous on avait, qui était très catchy de l'œil, très un peu cartoonesque, hop, les gens ils prenaient la manette, on joue, et puis hop, ils s'amusaient. S'il y a encore d'autres gens qui ont des questions, sinon on peut aussi passer de l'autre côté après pour manger. S'il reste encore des trucs à manger, merci. Merci bien dit, c'est une école de femme. Mais pour moi c'est à peu près bon. Si vous voulez, vous pouvez encore aussi. Pour ceux qui veulent, j'ai encore quelques jeux sur mon ordi. Si vous voulez jouer maintenant, après vous les pouvez jouer à la maison là, par ici. Merci d'être venus. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère vous voir nombreux, les gars, merci. Non, les Game Jam, ça fait partie, c'est un processus qui est dans une communauté aussi. Vous faites partie d'une communauté de développeurs de jeux vidéo. Je dis développeurs dans le sens général, hein, les game artists. Les game artists, ça fait partie. Hein. Oui, non, pas que des barbes. C'est là où vous faites des contacts, vous faites du réseau de manière plus solide que quand vous dites bonjour, je m'appelle Johan, je suis développeur de jeux vidéo, bonjour. C'est quelque chose de beaucoup plus, un peu plus sérieux. C'est Johan. Zohan. Je t'appelle Zohan. Non, je t'appelle l'autre, voilà. D'accord, l'autre. Hop là.